Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour une heure et demie. On va essayer de vous faire une présentation d'environ une heure et quart sur les entreprises en difficulté et le rôle du CAC dans cela. Avec Amal, donc on est ravis de vous avoir et on espère pouvoir vous libérer dans les temps pour que vous puissiez travailler. Alors, un petit rappel, vous êtes uniquement en écoute seul, vous avez le chat si vous voulez poser des questions. Je remercie tous ceux qui nous ont bonjour. Et on traitera les questions, si on peut, en cours de présentation ou alors à la fin du webinaire. Alors, voilà, petit sujet pratique. Vous retrouverez à la suite du webinaire vos attestations sur le site attestation-101.fr. Et vous aurez un mail qui vous sera adressé sous 48 heures. Amal, avec moi, donc on ne va pas se présenter, mais plutôt aller directement sur un peu plus d'avant-propos pour compléter en matière de réglementation le loi récente du 20 novembre concernant l'orientation et l'application du ministère de la Justice, qui prévoit en fait des tribunaux des activités économiques, une nouveauté. Et la compétence de ces tribunaux des activités économiques, ce sera les procédures d'alerte et l'ensemble en fait des procédures amiables et des procédures judiciaires. Et pas uniquement en fait ceux qui ont un caractère commercial ou artisanal, mais également dans des associations, par exemple. Donc, il y aura quelques exceptions justement au champ d'action de ces tribunaux. Ce sont les activités d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier du tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Donc, ce sera une durée d'expérimentation de 4 ans. On attend encore aujourd'hui les décrets d'application, mais évidemment, on se doute bien que vu le contexte actuel économique et l'augmentation des chiffres des entités qui entrent en procédure amiable ou collective, l'idée était de dédier en fait des tribunaux qui puissent gérer ça rapidement. Donc, voir un petit peu comment ça va se passer avec les décrets d'application qui devraient sortir dans les semaines qui viennent. Autre élément législatif, on va en reparler, mais la loi réintroduit également la procédure de sortie de crise pendant 2 années, procédure qui devait finir justement au mois de novembre 2023 et qui donc sera pérennisée sur 2024 et 2025, mais on reviendra sur le détail de cette procédure. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme de ce webinaire? Donc, c'est la majeure partie des éléments, des rappels. On vous fera une première partie sur le diagnostic de la situation de l'entreprise en difficulté ou en passe justement d'avoir des difficultés. On vous représentera les procédures amiables essentiellement et on précisera les procédures collectives, mais l'idée est vraiment qu'en tant que commissaire aux comptes, on puisse jouer notre rôle à plein au moment, tout en anticipation en fait, pour qu'on puisse mettre en place des procédures amiables. Donc, on vous rappellera les caractéristiques de ces procédures parce que tous les confrères ne sont pas forcément des spécialistes de ces procédures et on les croise heureusement pas tous les jours. Donc, ça permet de rappeler quelles en sont les principales modalités et de pouvoir interagir avec le client à ce moment-là. Ensuite, on passera sur le devoir de l'alerte et l'accompagnement du CAC, avec un petit peu de réglementation évidemment, mais aussi de doctrine. Et puis, on vous fera part ou d'anecdotes ou d'éléments concrets sur des missions qu'on a eues. Ensuite, on verra d'autres missions du CAC, que ce soit des missions d'attestation, de diagnostic de solvabilité ou des missions que l'on peut réaliser dans le cadre des procédures amiables ou collectives. Et enfin, des pistes et informations pour le dirigeant et le CAC, c'est-à-dire des cellules qui sont mises en place soit par les chambres de commerce, soit aussi par la CRCC de Paris notamment, pour vous aider et puis derrière, en finalité, évidemment, aider les clients. Alors, on revient un petit peu sur l'historique. C'est vrai que l'état d'urgence, ça nous semble loin. On a un peu oublié tout ça, hein, mais c'était jusqu'à août 2022. Évidemment, il y avait eu des restrictions, des arrêts d'activité, l'ensemble des financements qui ont eu lieu dans une période où les financements coulaient à flot.
L'anesthésie, on le voit bien, hein, qui a été mise en place par l'État. Ils ont tendance évidemment à retirer cette anesthésie au fur et à mesure. Et donc, avec ce contexte d'inflation et d'augmentation des taux, je pense que vous devez tous le ressentir. On a un certain nombre de sociétés qui se retrouvent en difficulté. Et évidemment, c'est toujours la trésorerie et le cash qui traduit assez rapidement ces difficultés en premier lieu. Et ensuite, il faut un petit peu regarder derrière. Donc, en effet, un contexte particulier avec des chiffres en augmentation en matière de défaillance d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a une nouvelle, on va dire, un nouveau cadre pour l'alerte qui avait été mis en place justement au moment de la crise sanitaire, avec une possibilité pour le CAC, dès le début de la procédure d'alerte, on va en revenir, et si l'urgence le commandait, d'aller directement se mettre en relation avec le président du tribunal de commerce. Donc, on va revenir dessus. Il y a eu aussi une évolution de la doctrine au niveau du H3C, on en reparlera. Vu l'environnement actuel, on ne peut être que très vigilant au regard de notre devoir d'alerte. J'ai envie de dire que l'environnement en fait commande une vigilance quand on applique la NEP 570, et c'est bien précisé. Et évidemment, on doit accompagner dans le respect de l'indépendance nos clients, mais aussi avec de l'intelligence. Je le dis assez souvent, c'est des situations qui sont complexes, surtout, et je pense que assez bien connaître la structuration des mandats, notamment à la CRCC de Paris. On a quand même beaucoup de TPE ou de PME avec des chefs d'entreprise qui sont aussi les actionnaires en quasi-totalité de leur structure. Donc, c'est des périodes compliquées. Donc, si je peux vous donner un conseil, quand vous commencez à mettre en place ce qu'on appelle une phase 0 ou des échanges sur la continuité d'exploitation et que vous avez remarqué un certain nombre d'indicateurs, c'est pas forcément commencer tout de suite par les chiffres, mais demander si le dirigeant va bien, s'il arrive à gérer la situation, même parfois, ça dépend évidemment de la relation avec le dirigeant de manière personnelle, mais ça permet quand même d'introduire un petit peu ces sujets délicats plus facilement. Alors, un rappel des textes, hein, dans le cadre de sa mission permanente, le commissaire aux comptes, évidemment, doit être attentif aux événements que traverse l'entité qu'il contrôle, sans basculer dans l'investigation. Mais comme je le disais, en ce moment, il faut de la vigilance. Donc, ça veut dire que sur les petits dossiers, vous n'avez peut-être pas mené d'intervention intérimaire. Un coup de téléphone, un échange pour s'assurer que tout va bien. C'est quand même une mission permanente. Ça fait partie des diligences à mener. Et lorsqu'un événement, évidemment, menace la continuité d'exploitation, que vous en avez vent, évidemment, vous devez engager une procédure d'alerte ou, à minima, évidemment, bien suivre la NEP 570 sur la continuité d'exploitation et vous renseigner sur le contexte pour avoir un maximum d'éléments et savoir si vous devez mener cette procédure. Alors, Anna, je te laisse la parole sur justement le diagnostic. Merci Frédéric. Donc, comme Frédéric l'a précisé tout à l'heure, l'idée ici, c'est de pouvoir... on va regarder la diapositive suivante. Merci. L'idée, c'est d'anticiper au maximum les difficultés des entreprises pour être en amont et être vraiment dans la prévention et jouer pleinement notre rôle d'intérêt général. Alors, comment on va faire le diagnostic ? D'abord, il faut avoir une bonne connaissance de la structure dans laquelle on intervient, de savoir comment elle gère son BFR, quel est son besoin en fonds de roulement, quels sont ses associés, quels sont les clients et les fournisseurs avec lesquels elle travaille. En fait, il faut bien comprendre toute la mécanique d'équilibre financier dans la structure, avant même de rentrer dans le détail des chiffres. Il faut aussi comprendre le marché dans lequel opère cette structure, comment elle fait son chiffre d'affaires. Et donc, tous ces éléments vont permettre de faire le diagnostic. Donc, ça peut passer par des éléments financiers et faire un état des lieux. C'est-à-dire voir est-ce qu'on a des passifs, est-ce qu'il y a de l'endettement, est-ce qu'il y a des retards dans les paiements, est-ce qu'on a des mises en demeure des organismes sociaux, est-ce qu'on a des délais de règlement qui sont très très longs, et ça je l'ai vu dans la pratique, une société dans laquelle j'intervenais, elle faisait des virements pour les salaires
Et à un moment, elle a commencé à établir des chèques pour payer les salaires. Donc là, on comprend très vite qu'ils sont en train de gagner en délai de règlement, notamment des dettes salariales. Il faut comprendre aussi, est-ce qu'on a des contrats cadres, est-ce qu'on a une dépendance vis-à-vis d'un client ou vis-à-vis d'un fournisseur, parce que si on a cette dépendance-là, si le fournisseur a des difficultés, on va avoir aussi des difficultés d'approvisionnement, ou alors si on a payé des acomptes pour recevoir de la marchandise ou autre, si le fournisseur ne remplit pas son rôle, on va se retrouver aussi dans la difficulté. Après, il ne faut pas se contenter aux éléments financiers. Ça, c'est des éléments d'indication. Il faut aussi prendre connaissance de l'environnement, de l'entité et tout le contexte économique qui l'entoure. Frédéric l'a précisé en préambule. Est-ce qu'on est soumis à l'inflation ? Est-ce qu'on est impacté par la crise ukrainienne ? Est-ce qu'on a encore des incidences de la Covid-19 qui se répercutent encore dans les comptes ? Est-ce qu'on est sur un modèle économique qui est dépassé ? Ça, c'est très important aussi de savoir, est-ce qu'on garde notre avantage concurrentiel ? Parce qu'une fois qu'on perd de l'avantage concurrentiel, on ne va plus créer de la valeur et on va avoir un déséquilibre. Mais pas que, il faut aussi voir, par exemple, l'âge du dirigeant. Est-ce que quand on a un dirigeant âgé et qu'il n'y a pas une succession qui est prévue, on risque d'avoir des difficultés aussi dans l'entreprise. Ensuite, il y a un élément dans la diapositive qui suit qui est important dans les entreprises en difficulté, c'est la notion de cessation de paiement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que Frédéric va vous exposer comment ça se calcule et il va vous proposer un outil magique pour vous aider à le faire. Donc, on va s'intéresser aussi à la situation parce que cette notion d'état de cessation de paiement, elle est très importante dans le cadre des entreprises en difficulté et c'est cette notion qui va orienter la procédure dans laquelle on va se retrouver. Donc, il faut qu'on voit par rapport à notre actif disponible, est-ce qu'il est suffisant pour couvrir notre passif exigible. Si ce n'est pas le cas, on va se retrouver en état de cessation de paiement. Cet état de cessation de paiement est à distinguer de la solvabilité. Ce sont deux notions qui sont totalement différentes. Parce que dans la notion de cessation de paiement, on a cette notion d'immédiateté. Donc, on va plutôt raisonner sur le court terme. C'est-à-dire, si vous avez une entreprise qui a un bel immeuble haussmannien qui a une valeur importante et que le bas de bilan, en fait, on est en déséquilibre, on a un actif disponible qui est inférieur au passif exigible, même si on a ce bel immeuble haussmannien qui a une valeur, donc nous sommes solvables dans ce cas-là, mais on est en état de cessation de paiement. La liquidité, en fait, est importante à apprécier. Exactement. Du coup, ce qui est compliqué dans les petites entreprises, c'est d'avoir une information financière qui est à jour, c'est d'avoir des prévisions de trésorerie qui sont faites régulièrement. Mais ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement et de la prévention du commissaire aux comptes, c'est-à-dire si vous avez fait le diagnostic, c'est la diapositive d'avant, où vous avez vu qu'il y a des déséquilibres, où il y a des risques, c'est aussi d'amener le client à se poser les bonnes questions et à mettre en place à minima quelques éléments de pilotage pour aider justement à ce diagnostic. Et c'est important, c'est très important pour vous aussi, pour votre dossier, en matière de documentation, de récupérer ces éléments-là. Donc, comme le disait Amal, c'est des éléments à regarder. Ça se fait dans la durée. Tout ce qui est diagnostic, évidemment, on peut le mettre à jour tous les ans, mais on sait les clients qui sont dépendants d'un seul client, on sait les clients qui sont sur des modèles économiques qui sont passablement passés ou en tout cas en passe de l'être. Donc, on fait un suivi au fur et à mesure et surtout, on documente en fait notamment une prévision de trésorerie. Donc, de toute façon, c'est a priori une bonne pratique qui est quand même répandue, mais ça permet justement de documenter l'application de nos normes d'exercice professionnel et spécifiquement celle sur la continuité d'exploitation. Tout à fait. Il faut tout garder dans vos dossiers pour le documenter et aussi suivre. C'est-à-dire quand le client il vous annonce qu'il va avoir des actions ou, moi j'ai eu le cas d'un client qui avait un contrat cadre qui est tombé et il n'a pas été renouvelé. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, il m'indique que
il est en négociation, mais il fallait poser un terme, de dire à quel moment je pose le curseur, en disant si le contrat cadre il n'est pas renouvelé, en plus il a de la dépendance vis-à-vis de ce client, en fait, je mets le curseur et je dis là, je commence à être vraiment dans le rouge, donc il faut suivre. Ce n'est pas parce que le client nous annonce, et ça on va le voir dans la diapositive suivante, il faut absolument qu'on garde l'esprit critique. Parfois, comme on a des relations de travail régulières avec le client, quand on crée une relation de confiance, on a tendance à prendre au mot ce que le client nous dit. Ça peut être vrai, parce qu'on ne va pas dire que le client est bien en train de nous mentir. Néanmoins, il faut qu'on reste dans notre posture professionnelle avec l'esprit critique et demander des éléments documentés, les suivre, aussi de les questionner pour amener le client également à se poser les bonnes questions, parce qu'il y a un travail de pédagogie à faire. La difficulté, c'est que parfois aussi les dirigeants, ils ont une confiance dans leur business. Ils se disent, moi, ça fait des années que je dirige cette maison. J'ai jamais eu de difficulté. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais je vais m'en sortir. Ils peuvent être dans la confiance. Ils peuvent être aussi dans le déni. Donc, on passe par des étapes psychologiques, particulièrement dans les entreprises familiales où quand on a repris le flambeau, on a aussi le sentiment de honte quand on est face à des difficultés. Et en fait, il faut vous dire que le client, il n'est pas forcément objectif par rapport à la situation. Et c'est à nous, commissaires aux comptes, de garder cette posture, de construire un échange régulier, c'est-à-dire quand vous savez qu'il y a des indices comme le cas que j'ai donné du contrat cadre, c'est d'appeler et de faire le suivi régulier des clients pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs actions. Et surtout, comme l'a dit Frédéric, documenter dans le dossier de travail. Également, quand vous avez des entretiens téléphoniques, n'hésitez pas à faire une petite note, mettre la date et même si vous écrivez trois points principaux, mais au moins documenter les échanges dans le dossier. Complètement. Ce qui est important aussi, c'est de bien noter que c'est une mission qui doit être présentée au client même quand tout va bien. Pour faire un échange, même quand tout va bien, rappeler, même si on passe rapidement sur la documentation parce que tout va bien, mais ça permet justement d'éviter les cas où, au moment où ça va mal, vu qu'il n'y avait pas de communication sur ce sujet, le client le perçoit très mal. C'est jamais très bien perçu, mais c'est vrai que ces échanges sont nécessaires. Quand on a présenté la mission et qu'on passe dessus rapidement, même quand tout va bien, ça permet évidemment d'introduire le sujet quand même plus facilement. J'avance ? Oui, merci Frédéric. Donc, en fait, il faut vraiment construire cet échange avec le client pour avoir tous les éléments et ne pas hésiter. Frédéric vous parlera tout à l'heure du devoir d'alerte. C'est de faire aussi de la pédagogie par rapport à la réglementation, parce que parfois, tout cela, c'est nouveau pour les clients. Ils ont peur. Ils entendent parler des procédures amiables ou procédures collectives. Ça leur fait peur. Mais il faut leur rappeler aussi leurs responsabilités parce que plus on laisse la situation quelque part pourrir et qu'on n'est pas dans la prévention et puis on se retrouve en état de cessation de paiement, plus le ton du tribunal est plus serré parce que quand on arrive à des situations de redressement judiciaire, on n'a plus les rênes de son entreprise. Donc, il vaudrait mieux prévenir, intervenir en amont. On a de la chance quand même en France d'avoir des outils de prévention qui permettent de sortir de certaines situations compliquées et de donner de l'oxygène à l'entreprise pour lui permettre de se remettre sur son marché, de retrouver son équilibre financier et de trésorerie. Donc, n'hésitez pas à expliquer aux clients ce qu'est l'alerte, pourquoi on fait l'alerte. C'est pour aussi l'amener à réfléchir, à formaliser un document dans lequel il va réfléchir sur ses actions. Et c'est bien aussi un moment de se poser dans le cadre de son business, d'avoir un temps mort pour se poser les bonnes questions. Où est-ce que je vais avec cette entreprise? Qu'est-ce que je veux faire? Et quelles sont les actions pour que je mène à bien mon projet? Donc, il ne faut pas présenter l'alerte comme quelque chose de négatif. Il faut aussi expliquer ces procédures, que quand on va au tribunal, on n'est pas un voyou, il y a des professionnels qui
qui sont là, qui écoutent les difficultés, qui permettent d'orienter sur les bonnes procédures pour justement trouver les solutions. Et surtout, nous, dans le cadre de notre mission de commissaire aux comptes, ne pas hésiter à formaliser. S'il faut faire une alerte, même si on la lance dans sa phase 1 et qu'on l'arrête, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, la diapositive suivante indique justement cet exercice de pédagogie. Je pense que celle-là, on peut la passer. Juste peut-être revenir, oui. On va en reparler de la phase 0 parce qu'elle a été reconnue dans le cadre du Covid par le H3C en matière de doctrine, mais rappelez qu'elle fait partie entière, elle n'est pas nommée comme ça, de la NEP 570, avec les articles 9 et 10, en fait, qui parlent de cette phase préalable qui vise à confirmer ou infirmer l'existence d'une incertitude. Donc, elle était déjà en fait prévue par les textes, sauf qu'elle n'est pas appelée phase 0. Mais c'est évidemment cet exercice-là dont on parle. C'est pas la procédure d'alerte, c'est ce qu'il y a avant, où on demande des éléments pour savoir si oui ou non on doit lancer une phase 1 et on rappellera les différentes phases après. Donc, on a parlé de l'exercice pédagogique. Les divergences d'appréciation, les situations compliquées, donc je pense qu'on peut avancer. Oui, à la slide suivante. Alors, j'ai oublié de parler d'un point, c'est concernant la continuité d'exploitation, c'était dans les slides d'avant. On a le principe de continuité d'exploitation qui s'apprécie dans les 12 mois de la date de clôture. Alors, le principe de continuité d'exploitation, il est prévu dans le Code de commerce, qui nous dit que en fait, les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, c'est-à-dire que on n'a pas l'intention de céder et qu'on n'est pas dans une perspective où on ne peut pas continuer. Du coup, quand j'ai donné aussi, là, ce n'est pas une entreprise en difficulté, mais par rapport à ce principe de continuité d'exploitation, quand vous avez un dirigeant âgé qui vous dit moi, je pense arrêter bientôt et qu'il n'a pas de successeur, vous n'êtes plus dans le principe de continuité d'exploitation s'il arrête avant les 12 mois de la clôture. L'histoire des 12 mois, les 12 mois, vous n'allez pas les trouver dans les textes ni dans le Code de commerce. En tout cas, en normes françaises, vous n'allez pas les trouver. L'histoire des 12 mois, elle est explicite dans les normes IFRS qui nous parlent justement des 12 mois du reporting. Donc là, ce principe de continuité d'exploitation est apprécié. Donc, on va dire que on va considérer qu'un exercice comptable, c'est 12 mois. Donc, à partir du 31 décembre, sans attendre l'approbation de ces comptes, qu'on va se poser la question des 12 mois du principe de continuité d'exploitation. Exactement. Ce qui est important de préciser, et c'est calqué sur les normes internationales, sur les IFRS, c'est 12 mois, date de clôture. Donc, si vous êtes au moment de sortir votre rapport ou qu'il y a du post-clôture, vous réfléchissez quand même par rapport à la date de clôture, donc jusqu'au 31 décembre suivant, et pas justement du moment où vous êtes en train peut-être d'assister à un conseil d'administration, d'arrêter des comptes ou de sortir votre rapport. On repart des 12 mois, c'est les 12 mois de date de clôture qui sont importants. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est en termes de principe comptable. Maintenant, par rapport à notre, on va dire, rôle d'intérêt général de prévention des difficultés des entreprises, c'est que si vous voyez qu'il y a des difficultés ou des déséquilibres, même s'ils n'ont pas une incidence comptable sur l'exercice, parce que c'est prévisionnel et on dit ça ne va pas nous mettre forcément en redressement judiciaire dans les 12 mois, bien évidemment, il ne faut pas vous dire je couvre les 12 mois, je ne vais pas faire mon devoir d'alerte. Oui, la mission elle est permanente de toutes les façons. Ce qu'on a dit justement sur les incertitudes sur la continuité d'exploitation, ce n'est pas uniquement à l'intérim, ce n'est pas uniquement au final. C'est voilà, dès qu'on a une information, alors on n'a pas à investiguer et être en permanence chez le client, mais ça n'empêche que, vu le contexte actuel, c'est quelque chose sur lequel on doit être vigilant et faire une espèce de cartographie de nos clients pour se dire, ah bien tiens, celui-là quand même, je ne l'ai pas appelé cette année, je vais pas venir chez lui avant, je ne vais pas le voir avant le mois de mars ou d'avril. Peut-être un échange quand même pour documenter cette NEP sur la continuité d'exploitation. Et je voulais juste dire aussi, c'est de garder la cohérence entre l'opinion, l'alerte et, quand on parle d'opinion, c'est vraiment les informations qu'on a dans les comptes.
l'annexe, elle est précieuse dans ce contexte-là. Donc, il faut que vous ayez les informations qu'il faut dans l'annexe, qui est un élément des comptes annuels qu'on certifie pour donner une meilleure image et une meilleure information financière. Si vous considérez que l'annexe donne toutes les informations, qu'elle est complète, bien évidemment, on va avoir une opinion avec certification et il faut rajouter de paragraphes sur la continuité d'exploitation. Si vous voyez que l'annexe n'est pas complète et qu'elle ne donne pas l'information comme il faut, là, on est plutôt sur une certification avec réserve pour désaccord. Et puis, si on n'est pas dans la continuité d'exploitation et on n'utilise pas la valeur liquidative, c'est un refus de certifier. Et puis, si on a une utilisation de la valeur liquidative, dans ce contexte-là, si vous êtes d'accord bien évidemment avec les comptes, c'est une certification sans réserve avec une observation sur le changement de méthode comptable. Oui, il faut vraiment une cohérence entre l'opinion que vous allez émettre et une situation qui peut être plus ou moins compliquée et une exploitation plus ou moins compromise. C'est sûr que quand vous commencez à avoir des sujets et que vous avez lancé une phase 1, par exemple, parce que vous êtes certain qu'il y a un sujet sur la continuité d'exploitation, il faut que l'annexe et que votre rapport réfère à une annexe qui documente justement ce sujet pour que les tiers soient justement au courant. Alors, pas que il y a un problème de continuité d'exploitation à 12 mois, sinon les comptes seraient mis en valeur liquidative, mais même si on pense qu'on est en continuité d'exploitation avec des comptes qui sont en comptabilité d'engagement, il faut quand même qu'une mention soit faite, voilà, que ce soit pour un juge, que ce soit pour un fournisseur. Et voilà, il faut que l'information puisse apparaître dans l'annexe et donc du coup avec une référence dans notre rapport dans le paragraphe dédié. Et quand il y a une alerte, on ne la met pas dans l'annexe. J'ai déjà eu la question. Donc, c'est une procédure qui est parallèle des comptes annuels. Non, mais par contre, oui, il faut qu'il y ait des informations justement voilà, sur l'exploitation compliquée qui soient indiquées. On peut. Alors, ça, sur les. Pour Oui. dire, oui, que voilà, je l'avais dit tout à l'heure, si le client vous dit les actions qu'il compte mener, etc., il faut qu'il formalise. Et il faut que nous, commissaires aux comptes, que nous suivons, que les actions qu'il nous annonce, c'est des actions qui sont bien suivies, qui se réalisent, toujours documentées dans le dossier de travail. Parfait. Alors là, on va vous présenter deux outils que certains d'entre vous ont peut-être déjà vus, mais bon, c'est la répétition est à la base de la pédagogie, comme disait un de mes associés. Et donc, vous avez ici deux outils que vous pouvez retrouver. Alors, le premier sur le site de la CRCC de Paris, qui est une fiche synthétique sur la cessation des paiements, qui avait été réalisée en partenariat avec Pascal Housseau, qui nous aide ici à la CRCC de Paris. Enfin, on peut dire qu'il en était à l'origine. Donc, je vais l'ouvrir et puis on fera aussi un point sur l'ANI qui a été mise à jour en avril 2022 sur la continuité d'exploitation parce que c'est quand même un super outil. On peut reconnaître pour le coup le gros boulot qui est fait par la CNCC sur ces notes d'information. Et donc, bon, elles sont assez importantes. Mais voilà, je voulais vous faire un petit focus sur quelques éléments qui permettent d'aller assez rapidement quand vous avez des sujets sans vous noyer dans la documentation. Donc, cette note sur la cessation des paiements, voilà, vous devez l'avoir à l'écran. En fait, elle fait 4 rectos. Elle rappelle d'abord l'origine, on va dire juridique de la définition de la cessation des paiements. Hein, comme le rappelait Amal, vous avez ici l'article 631.1 du Code de commerce qui définit cette cessation des paiements avec l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Donc, c'est écrit en tant que tel. Ensuite, on y reviendra évidemment, un rappel de ce que sont les passifs exigibles et les actifs disponibles. On vous rappelle également donc dans le détail l'ensemble des passifs et des actifs avec très important parce qu'on se pose souvent la question comment doivent jouer
évidemment les réserves de crédit qu'on peut prendre en compte. Donc, en quelques lignes, vous savez que vous pouvez évidemment prendre en compte les découvertes autorisées non utilisées, les lignes d'AI, les possibilités d'émission de billets financiers, des apports en compte courant avec des sujets évidemment intra-groupes qui sont vus à la fin de cette même note. Les moratoires et accords, évidemment, élément très important et également rappelé dans le code de commerce que tout ce qui est moratoire et accord formalisé, parce qu'évidemment, il faut documenter ça, viennent en moins du passif exigible. Vous avez également dans cette petite note des précisions sur la date de cessation des paiements et sur son implication au regard de la possibilité de recourir à certaines procédures, mais on va y revenir, Amalie y reviendra. Et puis, les sujets qu'on trouve dans les groupes de sociétés, je vous en parlais, voilà, tout ce qui est soutien de la société mère, tout ce qui est avance en compte courant, et aussi la confusion des patrimoines en très synthétique avec des références qui vous permet au besoin d'aller chercher un petit peu plus loin. Et autre élément intéressant, surtout dans les toutes petites entreprises, et rappeler à la fin de cette note le sujet de la rupture abusive de crédit. Je suppose qu'en ce moment, vous voyez quand même beaucoup de banquiers qui ont tendance à dire bah non, mais il n'y a plus d'autorisation de découvert, ça faut qu'on la renouvelle. En fait, l'autorisation de découvert, une fois qu'elle a été concédée, s'il n'y a pas d'information du banquier, alors ça peut être le vôtre, mais c'est généralement ceux de vos clients, c'est important à savoir, on ne peut pas retirer une autorisation de découvert comme ça. Le banquier ne peut pas, et la jurisprudence est très claire là-dessus. Donc, c'est important, évidemment, de regarder ces sujets-là et que voilà, vos clients puissent être au courant de ce sujet. C'est quand même un sujet, pour le coup, qu'on retrouve dans toutes les entités. Dans les discussions qu'un client peut avoir avec son banquier, c'est bien qu'il soit armé face à son banquier parce que finalement, on a souvent des conseillers bancaires dans les TPE qui sont même peut-être pas au fait de la jurisprudence et qui vous disent oh, non, on a retiré les accords du site internet et donc du coup, voilà, la possibilité de découvert n'existe plus. Donc voilà pour le premier document. Le deuxième document, je vous en ai parlé, c'est la note d'information sur la continuité d'exploitation. Deux éléments que je voulais partager avec vous. C'est qu'à partir de la page 180, je ne connais pas ça par cœur, hein, mais j'ai vérifié, vous avez en fait la procédure dans la société anonyme qui commence là en bas de page 180. Donc, en fait, vous avez des schémas qui vous rappellent en fait les différentes phases dans la société anonyme avec, voilà, vous voyez, j'en parlais un petit peu au début, Amal en reparlera, l'intégration justement de cette nouveauté depuis l'urgence sanitaire. En cas d'urgence, le CAC peut informer par tout moyen et sans délai le président du tribunal de commerce dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article S611.2.2. Et ça veut dire que en fait, vous pouvez aller, dès la première information du dirigeant, voir le président du tribunal de commerce ou lui envoyer un courrier, le contacter. Et donc, en fait, vous court-circuitez un petit peu la procédure d'alerte, même s'il faudra la reprendre avec ces phases 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Mais du coup, vous pouvez aller vite. Donc là, vous retrouvez les trois phases, enfin les 4 phases plutôt dans la SA. Et puis ensuite, vous avez la deuxième partie qui commence sur les sociétés qui sont les sociétés à responsabilité et les sociétés par action simplifiée ici, parce que c'est finalement les SAS non dotés d'un organe collégial, parce que je pense que ça représente quand même une très grande partie des mandats, c'est-à-dire la SAS avec son président. Voilà pour le premier élément de cette ENI. Deuxième élément pour moi qui est très intéressant, quand vous avez par exemple un courrier d'un expert qui vous demande des pièces sur un dossier dont vous êtes commissaire aux comptes, vous avez un tableau à la fin de la ENI, j'y arrive, excusez-moi, voilà, qui permet en fait, sur beaucoup de sujets et selon la procédure, que ce soit des procédures amiables ou des procédures collectives, de rappeler alors les objectifs, le champ d'application, vous le voyez ici, mais à la fin de ce tableau-là qui fait 4-5 pages, vous avez aussi les éléments qui concernent le commissaire aux comptes et notamment le secret professionnel. Voilà, donc ça rappelle quelles sont les incidences pour le dirigeant, l'exigibilité des créances sur les contrats de travail, etc. Et puis vous avez une partie commissaire aux comptes que vous avez ici qui est très intéressante parce qu'elle rappelle notamment justement ce qui se passe en matière de communication, de démarche d'audit évidemment, mais les incidences sur la procédure d'alerte et aussi, je prends l'exemple parce que c'est souvent la première question qui se pose, c'est à qui je peux parler dans le cadre de ces procédures. Et là, en fait, on vous rappelle qu'on soit dans un mandat ad hoc, une conciliation, une sauvegarde énergie ou une liquidation judiciaire,
justement, envers qui vous êtes délié du secret professionnel. Et si on prend justement le cas du mandat ad hoc, hein, ça peut arriver que vous soyez justement contacté. On est justement, on a une levée du secret professionnel, oui, pour le CAC à l'égard du président du tribunal. Je dis bien le président du tribunal. Je sais que Amal connaît bien ces sujets-là, uniquement, et non pour le CAC à l'égard du mandataire ad hoc ou de l'expert du ministère public. Voilà. Donc là, je vous invite à aller consulter ce tableau et en fait, vous avez vos réponses très rapidement et de manière synthétique et bien présentée. Juste, je voulais préciser pour le secret professionnel, quand on dit qu'on est levé du secret professionnel, bien évidemment, il y a un texte, mais c'est à l'oral, c'est-à-dire vous n'avez pas à fournir des éléments de votre dossier de travail. Ça, c'est important à le souligner. Ne donnez pas de documents qui sont de votre dossier. Et s'il y a une remise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes, il y aura une procédure judiciaire qui fera que le dossier sera saisi dans le cadre de cette procédure. Mais quoi qu'il en soit, quand on dit lever du secret professionnel, c'est uniquement à l'oral. Important. Oui. Important, en effet. Alors, vous avez promis un tableau magique qui est également dans les outils. Alors, c'est un tableau qui n'est pas si magique que ça, mais en tout cas, il permet de faire de manière très explicite un calcul pour simuler ou non une cessation des paiements. Donc, évidemment, c'est des éléments que vous avez à disposition, mais qu'il ne faut pas forcément laisser traîner dans les dossiers. Enfin, ça dépend quelles en sont la conclusion et si on est sûr, évidemment, des éléments qu'on avance. Mais en tout cas, ça permet, en effet, à plusieurs dates de comparer et de reprendre, en fait, les éléments concernant un client. Donc, c'est du pur technique, hein, donc ça peut être transmis évidemment à un client. Donc, on retrouve évidemment les éléments de l'actif disponible. Donc, vous retrouvez les crédits de TVA, encaissement échu, des crédits d'impôt éligibles à remboursement, évidemment la trésorerie, des dividendes à recevoir échus par exemple, des créances sur cession d'immobilisation ou stock immédiatement recouvrable. Hein, je renvoie à l'exemple d'Amal tout à l'heure de l'immeuble qui n'était pas liquide. Et donc là, vous avez vos actifs disponibles. Comme le rappelait la note, vous avez évidemment des choses qui s'ajoutent, à savoir les réserves qu'on appelle les réserves de crédit, donc des découverts autorisés, des lignes de DAI et des escomptes utilisables ou des autorisations de billets financiers qui n'ont pas été utilisés. Ça, c'est pour la partie actif. Et ensuite, vous avez les passifs bien connus, évidemment, les passifs financiers, les dettes fournisseurs, fiscales, sociales et les créditeurs divers, mais qui doivent être retraités, et ça, c'est très important, des moratoires, des accords et moratoires. Et les accords et moratoires, il faut qu'on ait une formalisation en fait, de cet accord-là. Ça peut être un email, par exemple, d'un fournisseur qui dit, qui donne son accord sur un report de délai. Mais évidemment, il faut que ce soit documenté et le tribunal appréciera évidemment ces moratoires en fonction de preuves. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre, que les clients justement prennent l'habitude de documenter, fournisseur par fournisseur aussi, qu'ils soient des petits ou des grands, le fait qu'ils ont reçu des accords, parce que souvent c'est quelque chose des accords, justement que ce soit formalisé, parce que c'est souvent quelque chose qui nous est avancé. En effet, en tant que commissaire aux comptes, quand on s'encarre du paiement des dettes fournisseurs, surtout quand c'est des fournisseurs qui sont essentiels pour l'activité. Mais voilà, il faut obtenir de la formalisation, donc c'est une bonne pratique. Et donc, vous avez la formule qui compare l'actif disponible et le passif exigible pour voir si vous êtes ou non en cessation des paiements. Enfin, si votre client l'est. Autre questionnaire qui vous retrouverez sur le site, et là, on vous a remis l'adresse ici, donc c'est RCC Paris, commissaire aux comptes, donc dans la partie commissaire aux comptes sur les ressources, dans le bloc 5, vous trouvez justement les outils dont on a parlé, donc ce tableau, et également un questionnaire qui avait été fait au moment de la crise sanitaire, mais qui permet de passer en revue les principaux éléments en matière de financement, en matière d'activité, pour formaliser le fait que vous avez rempli vos obligations en matière de continuité d'exploitation. Donc, je ne m'attarde pas dessus, mais ça fait une base de travail, même si c'était très orienté crise sanitaire. Vous pouvez adjoindre des questions sur la partie taux. Est-ce que vous avez du taux variable? Est-ce que vous avez des sujets de PGE? Est-ce que vous avez pensé
voilà, est-ce que vous avez commencé à échanger avec votre banque? Parce qu'on sait très bien que ces sujets sont d'actualité et que les services spéciaux des banques travaillent beaucoup sur ces sujets en ce moment. Dans cette séquence 2, on va vous présenter les procédures amiables et collectives. Là, on s'intéresse vraiment à ces procédures qui sont consacrées dans le livre 6 du Code de commerce. Donc, on a le L61, c'est des procédures amiables, 62, sauvegarde, 63, redressement judiciaire et 64, liquidation judiciaire. Plus on monte dans les chiffres, plus ça sent pas bon. On vous présente ici vraiment que ce contexte-là. On ne présente pas les autres outils de prévention qui existent, notamment la commission des chefs des services financiers qui permet de négocier de manière centralisée des délais de paiement ou des intérêts sur des dettes sociales et fiscales. On ne présente pas non plus tout ce qui est médiation de crédit ou médiation des entreprises qui peut aussi intervenir dans le cadre de problématiques entre entités, clients ou fournisseurs, enfin des partenaires autres que les banques. Donc, il y a la terminologie, elle est importante. Quand on dit procédure collective, ça veut dire qu'on traite collectivement tous les créanciers de la même manière sur un pied d'égalité. Dès qu'on rentre dans la procédure collective, c'est là où les passifs sont gelés pour tout le monde dès le jugement d'ouverture. Et tous les créanciers sont traités sur un pied d'égalité. Bien évidemment, certains ont des super privilèges par rapport à d'autres, mais en tout cas, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on n'a pas la confidentialité de ces procédures. C'est inscrit sur le cabis de l'entité, c'est officiel. Dès que le jugement d'ouverture, du coup, est annoncé, on ne peut plus mettre en place la procédure d'alerte parce que, justement, cette prévention n'a plus lieu d'être puisque tout le monde est au courant de la difficulté. Ensuite, on a les procédures amiables qui sont, comme le nom l'indique, qui peuvent être en one-to-one, c'est-à-dire soit je peux discuter avec un seul partenaire, je peux discuter avec un banquier, un fournisseur principal, ou je peux discuter avec… voilà, donc on peut choisir avec qui on veut appeler à la table de négociation pour discuter et négocier et sortir de la difficulté. Dans cette diapositive, on vous présente le panorama de ces procédures. Donc, on va se consacrer que sur la partie qui concerne la prévention. Donc, on ne va pas s'attarder sur tout ce qui est redressement judiciaire et liquidation. En préambule, on a parlé de cette notion de date de cessation de paiement qui est importante. Frédéric vous a dit comment on définit grosso modo les calculs de la cessation de paiement, mais ça reste des calculs assez compliqués. La date de cessation de paiement, si on a une, elle va être indiquée quand on est en procédure collective, elle va être indiquée dans le jugement d'ouverture. Et cet état de cessation de paiement va conditionner la procédure qu'on peut ouvrir. Concernant les procédures amiables, on va trouver deux procédures, le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, le mandat ad hoc, la condition pour l'ouvrir, c'est que je ne dois pas être en état de cessation de paiement. Je vous dis juste ça et je ne spoil pas sur la slide de Frédéric. Ensuite, on va trouver la conciliation. La conciliation, soit on n'est pas en état de cessation de paiement, soit on est en état de cessation de paiement, mais moins de 45 jours. On a toujours J plus 30, donc les 30 jours du mois, plus les 15 jours de déclaration. C'est pour ça qu'on parle de 45 jours généralement. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse les 45 jours de date de cessation de paiement. En termes de procédure collective, on va avoir la procédure de sauvegarde. Donc là, je ne suis plus dans la discussion one-to-one avec les partenaires. Là, tous les créanciers sont concernés. La sauvegarde, c'est une procédure qui ne peut être ouverte que si on n'est pas en état de cessation de paiement. Elle est à l'unique initiative du débiteur, puisqu'il n'est pas en état de cessation de paiement. Dès qu'on est dans les procédures collectives et qu'on présente un état de cessation de paiement, là, il n'y a plus le choix dans la procédure. On va être soit en redressement judiciaire si le redressement est possible, soit, si ce n'est pas possible, on va tomber en liquidation judiciaire.
Après, on a une petite variante de la sauvegarde, parce qu'en droit, il faut avoir le principe et l'exception. C'est une petite variante qui s'appelle la sauvegarde accélérée. La sauvegarde accélérée, c'est une procédure de sauvegarde qui est utilisée très rarement dans la pratique, du fait de son délai très court, parce que le délai maximum, c'est 2 mois. Et cette procédure de sauvegarde accélérée, on peut être en état de cessation depuis moins de 45 jours. Pourquoi? Parce que la sauvegarde accélérée doit obligatoirement être précédée par une conciliation. Et comme pour la conciliation, on peut être en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours, donc cela est possible dans le cadre de la sauvegarde accélérée. Mais dans la pratique, c'est vraiment très peu utilisé. Après, on vous a parlé en introduction, Frédéric l'avait précisé, que la procédure de sortie de crise a été donc prorogée pour 2 ans jusqu'à novembre 2025. Donc, cette procédure, elle permet pour certaines structures, donc il faut avoir des conditions cumulatives, elle s'adresse plutôt aux petites structures, il faut avoir moins de 20 salariés à la date de la demande, et un bilan qui est inférieur à 3 millions de total de passifs hors capitaux propres. Il ne faut pas les retenir dans le calcul. Et il faut être en état de cessation de paiement, mais pouvoir être en mesure de payer les créances salariales. Ça, dans le cas des procédures collectives ou amiables, en tout cas les organes des procédures, ils sont très attentifs aux créances salariales. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en état de cessation de paiement et l'entité elle est en sauvegarde et puis elle a un retard pour payer les salaires, ça risque d'être converti en redressement judiciaire très vite. Donc ça, c'est très important de payer les parts salariales et de payer les salaires. Cette sortie de crise, donc elle s'adresse aux conditions cumulatives, aux entités qui respectent les conditions cumulatives que je viens de citer. Et en fait, le dirigeant, il doit présenter en 3 mois un plan pour montrer quelles sont les actions qu'il va mettre en place pour sortir de la difficulté. Sur le mandat ad hoc, oui, je pense que c'est bien. Oui, pas sur le mandat ad hoc. Merci pour ce panorama. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail en commençant par le mandat ad hoc. Donc finalement, ce mandat ad hoc, c'est quand on a un sujet, alors généralement en effet avec des débiteurs, mais pas uniquement, parce qu'on parle souvent en effet de sommes à devoir, mais ça peut être un conflit entre associés, ça peut être un conflit avec des salariés aussi. Et on a besoin de quelqu'un, d'un tiers, qui va nous aider. Donc, c'est une procédure qui est évidemment une procédure amiable. Hein. C'est on va dire le premier recours. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers cette procédure. Donc, c'est une requête du débiteur auprès du président du tribunal qui convoque le dirigeant et pour avoir un échange, hein, évidemment, le président du tribunal, et va désigner donc ce qu'on appelle un mandataire ad hoc par ordonnance, selon ses compétences et selon la typologie de problématiques. Donc, par contre, évidemment, dans ce cas-là, le dirigeant demeure en fonction. Il peut, si c'est nécessaire, déclarer la cessation des paiements. Il peut être sanctionné pour ne pas l'avoir fait. Donc, c'est important de rappeler quand même à vos dirigeants qu'ils ont des obligations par rapport à ce sujet de la cessation des paiements, même qu'ils soient ou non justement sur une procédure amiable. Donc, ça permet, comme on l'a dit, de résoudre des difficultés avant la cessation des paiements et de trouver la majorité du temps, c'est des accords avec les créanciers. Ça concerne l'ensemble des entités. Après, en termes de juridiction, donc commerce pour les activités commerciales et artisanales et judiciaires pour les autres entités. Donc, à l'issue du mandat ad hoc, soit il y a un succès et donc il y a rédaction d'un accord qui est amiable, hein, et puis on est en fin de mandat et on sort par le haut. S'il y a un échec, on arrive aussi à la fin de ce mandat ad hoc, mais possibilité de passer sur une autre procédure. Donc, ça peut évidemment être la conciliation, et Amal va en parler, ou autre procédure amiable et une possibilité évidemment de temps en temps d'être dans une impasse. Ça arrive.
en espérant que ça n'aille pas vers les procédures collectives. Ce que je souhaitais rappeler, tu l'as dit, et souvent on se pose la question pour les confrères, c'est que dans ces procédures amiables, même si on est en relation avec le tribunal de commerce, l'obligation d'être vigilant par rapport à la procédure d'alerte perdure. Alors, elle ne perdure pas forcément pendant qu'on est dans la procédure, notamment on va en parler, la conciliation ou la sauvegarde, mais ce n'est pas parce que le client a été en rapport en fait, avec le tribunal qu'on a trouvé un accord. On en parlera, que ce soit sur une conciliation ou une sauvegarde. Une fois que cet accord, justement, est en place, nous, on ne doit pas, en tant que commissaire aux comptes, rester vigilant et avoir l'obligation de relancer au besoin une procédure d'alerte. Ce n'est que dans les procédures collectives où, là, pour le coup, la structure est en relation avec on continue avec le tribunal, que, évidemment, notre rôle sur l'alerte s'arrête. Mais c'est vrai que sur ces procédures amiables, il faut être vigilant. Les accords sont là. Mais c'est à nous, en fait, on est finalement la vigie de l'entreprise. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a un accord qu'il faut noter dans vos dossiers ou dire, voilà, on n'a plus rien à faire côté procédure d'alerte. Tout à fait. En fait, le mandat ad hoc ne fait pas obstacle au devoir d'alerte. C'est-à-dire que quand vous avez l'information que le client il est au mandat ad hoc, il faut, vous, avec votre esprit critique, si vous n'étiez pas au courant qu'il était au mandat ad hoc, et il vous l'informe, d'ailleurs, c'est obligatoire. C'est à nous, commissaires aux comptes, de se poser la question, pourquoi il y a un mandat ad hoc, pour prendre connaissance du contexte qui l'a poussé à demander le mandat ad hoc et de nous positionner, bien évidemment, on n'a pas la boule de cristal, mais de se dire, est-ce que le mandat ad hoc, il est suffisant face au contexte que le client nous décrit et des éléments qu'on collecte. Le législateur sait bien qu'on est dans l'entreprise et le juge, évidemment, a besoin d'un maximum d'éléments. Et si donc on lance bien notre procédure et qu'on communique, et vous savez, quand c'est urgent, on l'a dit, on peut communiquer de suite avec le président du TC, il se retrouve d'un côté avec un mandat ad hoc et de l'autre côté des informations qui lui arrivent par le commissaire aux comptes, qui viennent corroborer, infirmer, confirmer une situation. Donc, ça fait du coup un maximum d'informations. Et donc, c'est important de savoir ça. Et si on estime que le mandat ad hoc n'est pas suffisant, même si le mandat ad hoc est ouvert, on peut lancer une procédure d'alerte. Cela n'est pas vrai pour la conciliation, parce que dès que la conciliation démarre, on ne peut plus lancer la procédure d'alerte. Je parle du cas général des sociétés commerciales qu'on rencontre couramment, les SAS, les associations. En revanche, si vous avez des entités spécifiques, il faut regarder dans la note d'information si la conciliation fait obstacle au devoir d'alerte ou pas. Donc, on arrive sur la conciliation. Donc, Frédéric vous a présenté le mandat ad hoc, qui a l'avantage d'être très souple, parce qu'il n'y a pas de durée qui est prévue par le législateur. Néanmoins, ces incidences sont limitées, c'est-à-dire, comme Frédéric l'a dit, on a un accord amiable, mais les parties ne sont pas forcément tenues de cet accord. Les parties peuvent le rompre si elles le souhaitent. C'est la faiblesse du mandat ad hoc, c'est la raison pour laquelle, souvent, on va aller vers la conciliation pour justement, on va le voir, constater l'accord ou homologuer l'accord pour lui donner une force exécutoire à toutes les parties qui font partie de l'accord. Alors, la conciliation, c'est une procédure qui est à l'initiative du débiteur. Donc, c'est le dirigeant qui peut l'initier uniquement lui. Il va demander une requête auprès du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et judiciaires pour les associations, donc le président va désigner un mandataire ad hoc. C'est la même casquette un conciliateur, c'est les mêmes casquettes que les mandataires ad hoc. Et il y a une durée légale qui s'impose à tout le monde, qui est de 4 mois plus 1 mois supplémentaire de prorogation si le président du tribunal est d'accord. Et dans ce cadre-là, il regarde si on est en train d'aboutir à un accord pour ajouter le mois supplémentaire. Alors, c'est vrai que pour illustrer ça, aujourd'hui, les conciliations qui passent, enfin, beaucoup d'entre elles, en tout cas celles qui concernent les dossiers sur lesquels je suis ou les échos que j'ai du tribunal, concernent en effet des conciliations avec les banques, notamment sur les étalements de dette, pas uniquement PGE, finalement sur des problèmes de remboursement de dette suite à une période où les financements coulaient à flot et maintenant il faut les rembourser. Donc, on a évidemment un conciliateur. En face, on a le service spécial dont je parlais justement des banques
Et c'est vrai que c'est une solution, évidemment, que les banques connaissent bien. Oui. Donc, je veux dire, c'est important aussi d'être en amont et de donner des avis techniques ou d'expérience à nos clients, ce qu'on peut tout à fait faire. On ne va pas lui dire justement, on ne va pas s'immiscer dans la gestion, la décision lui appartiendra, mais rappeler justement quand même que ce sont des procédures qui existent, qu'il faut justement les réaliser en amont de la cessation des paiements pour justement avoir des résultats et pouvoir continuer l'exploitation dans les meilleures conditions. Donc, Oui. très important de communiquer, de démystifier, de dédramatiser justement surtout ces procédures amiables qui sont le seul moyen justement d'acter quelque chose. Tu vas y arriver sur les accords. Oui, effectivement, il est prévu pour cette procédure que ce soit à l'initiative du débiteur, mais souvent, les dirigeants sont poussés à ouvrir une conciliation, notamment par les banques. C'est avec eux principalement que ça se passe. Parfois, il est contraint d'ouvrir une procédure de conciliation, sinon ils ne sont pas ouverts pour la discussion. Donc, comment ça se passe dans ce délai de 4 mois? Le conciliateur, il va réunir les parties prenantes qui vont faire le tour de la table. Souvent, c'est les banquiers. Et il va négocier. Donc, la réussite de la conciliation dépendra aussi de la qualité du conciliateur qui est en place. Donc, il va négocier entre les parties prenantes. Une fois qu'on a un accord, en fait, on va, à l'initiative des parties, aller constater l'accord, demander la constatation de l'accord par le tribunal. C'est une procédure, certes, amiable, qui est confidentielle, mais à un moment, elle perd de sa confidentialité. Quand on constate l'accord, il y aura un dépôt au greffe, mais il ne sera pas publié. Donc, jusque-là, on est plus ou moins on est encore dans la confidentialité. Et la force de la constatation de l'accord, donc il va plus loin que le mandat ad hoc, c'est-à-dire que là, il va avoir une force exécutoire entre les parties, c'est-à-dire on ne peut pas le rompre comme ça. Contrairement au mandat ad hoc, on peut sortir si on le veut. Ou alors, à l'initiative du débiteur, on peut demander l'homologation de l'accord. Mais là encore, souvent, c'est les banquiers qui poussent le dirigeant à demander l'homologation de l'accord. Pourquoi? Parce que quand on a un accord qui est homologué, on a ce qu'on appelle le privilège du new money ou de l'argent frais. C'est-à-dire que les législateurs, ils considèrent qu'il y a eu un partenaire qui savait que cette entité, elle était en difficulté, mais qu'il a fait un effort pour lui permettre de continuer son exploitation. Et donc, il va être privilégié si jamais on tombe dans une procédure collective par rapport aux autres créanciers. C'est la raison pour laquelle, souvent, les banques ne veulent pas discuter en dehors d'une procédure de conciliation. Une fois qu'on a homologué l'accord, dans ce cadre-là, il va y avoir le dépôt au greffe, il y aura la publication du jugement d'homologation. Publication, c'est-à-dire qu'on voit sur le greffe qu'il y a eu un accord d'homologuer. En revanche, les partenaires qui sont en dehors de l'accord, ils ne peuvent pas aller voir le contenu de l'accord. Il n'y a que ceux qui participent qui peuvent le voir. Et on perd également de la confidentialité vis-à-vis des salariés, parce que la représentation du personnel est donc au courant qu'il y a un accord qui a été homologué. Et en fait, ça dépend de la… Donc là, on a dit que la conciliation, c'est 4 mois jusqu'à 5 mois maximum. Mais quand il y a des banquiers qui sont autour de la table, souvent, ça va durer longtemps dans la négociation. Donc, en fait, quand on n'est pas en état de cessation de paiement, le mieux, c'est d'ouvrir un mandat ad hoc, comme on n'est pas lié par un délai légal. On ouvre le mandat ad hoc, on avance dans la négociation et si on voit qu'on arrive sur un accord, on bascule sur la conciliation pour justement profiter de ces 4… Voilà. Allonger le temps de négociation. Quoi. Exactement. Et on ne peut pas faire 2 conciliations de suite, c'est-à-dire si on a utilisé nos 4 mois ou 5 mois selon si c'est accordé par le président du tribunal, on ne peut pas ouvrir une autre conciliation. Il y a un délai de viduité de 3 mois entre 2 conciliations. Important, évidemment, cette conciliation, et surtout sur les dettes financières, c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit, qui est assez commun.
évidemment que l'ouverture justement d'une conciliation et une avancée sur la conciliation peut permettre, par exemple, si c'est bien en amont, de stopper une phase 1 de procédure d'alerte. Parce que si vous avez déjà des éléments formalisés par la banque, des propositions d'accord qui permettront justement de tenir la trésorerie avec des projections qui sont cohérentes, ce sont des éléments qui vous permettent de penser qu'on va dans la bonne direction. En tout cas, si c'est des propositions de la banque, a priori, vous allez pouvoir aller vers ça, même si vous voulez négocier. Mais c'est important de suivre justement dans ces contextes. Oui. Peut-être que j'avance, parce que je regarde un peu le timing. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais j'ai vu que Miassa avait répondu qu'on pouvait évidemment répondre en commission juridique, comme c'est indiqué sur le fil du chat. Oui. Juste peut-être dans cette diapositive-là, de dire que l'homologation, on l'obtient si on n'est pas en état de cessation de paiement ou si la conciliation, enfin l'accord trouvé va mettre fin à la cessation de paiement, que ça va nous permettre de continuer, d'assurer la pérennité de l'entreprise et surtout que les intérêts des autres créanciers qui ne participent pas à l'accord soient préservés. Donc, le but, ce n'est pas de léser les autres créanciers qui ne sont pas autour de la table. Je pense que pour ces diapositives, on peut les passer. Ça a été dit à l'oral. Parfait. Voilà. Et puis, c'était récapitulé, la possibilité de sauvegarde accélérée, vous avez vu dans le schéma récapitulatif. Donc, on va passer... alors, les documents comptables clés, on reviendra dessus parce que, évidemment, on verra dans les missions qu'on peut réaliser d'attestation ou autre, un petit peu après, ce qu'on peut faire en tant que commissaire aux comptes et ce qui est demandé généralement par le tribunal. Donc, on va y revenir. Juste sur la sauvegarde, justement, rappeler les principales caractéristiques l'objectif, c'est de réorganiser l'entreprise pour justement lui permettre de maintenir son activité économique, évidemment les emplois importants et pour permettre d'apurer les dettes. Donc ça concerne les entreprises qui ont une activité commerciale artisanale, les micro-entrepreneurs, les associations également, avec évidemment un intérêt, on le voit sur cette slide-là de la sauvegarde, donc toujours une demande du débiteur qui va rencontrer des problèmes qu'il ne peut surmonter seul. On a une ouverture par un jugement qui va nommer les organes, et puis débute une période d'observation de 6 mois à maximum 12 mois, avec pour objectif d'avoir un plan de sauvegarde, ce qu'on appelle un plan de sauvegarde, qui ne peut pas excéder 10 ans, sauf en matière agricole où on peut être sur 15 ans. Ce qui est important de noter, et je reviens sur ça, c'est que pendant que le plan de sauvegarde s'exécute, alors il y a le moment justement où on ficelle ce plan-là, mais pendant qu'il s'exécute, on est quand même toujours soumis à l'obligation de procédure d'alerte, parce que finalement, le tribunal va perdre un petit peu, va reprendre de la distance pendant l'exécution du plan. Un plan de 10 ans, évidemment, il ne va pas être en continu en relation avec l'entreprise. Et donc, voilà, on reprend notre rôle de vigie. Donc, s'il y a un plan de sauvegarde en cours, et vous pouvez retrouver ça dans le tableau que je vous ai montré à la fin de la note d'information, vigilance, attention, on peut être amené à relancer une procédure d'alerte si on voit que certaines conditions du plan n'ont pas pu être respectées en matière de paiement d'échéance et que l'entreprise cliente ne s'est pas rapprochée du tribunal. Donc, l'avantage de la procédure de sauvegarde, c'est que ça entraîne la suspension de toute créance antérieure et postérieure au jugement, sauf un certain nombre d'exceptions. Voilà, l'interruption des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard, et puis surtout la suspension des actions en justice des créanciers. Parce qu'évidemment, c'est toujours très chronophage, ça implique des frais significatifs, surtout sur les gros fournisseurs, et puis la suspension éventuelle de l'interdiction d'émettre des chèques également. Voilà pour la sauvegarde. Donc, on va revenir sur le devoir d'alerte, même si on en a beaucoup parlé, donc on va essayer de passer rapidement. Donc, on a dit que c'était prévu par les textes, ça, vous l'avez noté. Elle est prévue dans un certain nombre de sociétés et entités, donc également les associations, évidemment, les GIE, des CSE. Elle n'est pas prévue dans un certain nombre d'entités comme les administrateurs judiciaires, les mandataires, un certain nombre de fonds de placement, etc. Parce que finalement, ce sont des entités, assez souvent, quand il y a des obligations qui sautent en matière de vigilance, c'est que c'est des entités qui sont regardées par des tutelles ou par d'autres entités de très très près, et c'est pour ça que justement, elles ne sont pas forcément soumises
à cette procédure. Donc, on rappelle après sur la droite du slide, les articles fondateurs des schémas que je vous ai montré tout à l'heure dans la note d'information, avec 4 phases pour la partie SA et les SAS qui sont dotés d'un organe collégial de direction, et puis en 3 phases pour les sociétés commerciales autres, on l'a vu, hein, y compris justement les fameuses SAS avec président qui sont une grande majorité de nos mandats aujourd'hui. Alors, on rappelle ici évidemment un article qui est le L823-10, voilà, qui rappelle la permanence de la mission du CAC, qui ne doit pas s'immiscer dans la gestion et qui doit évidemment vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes. Et même si évidemment il n'a pas l'obligation, et c'est certain, de faire une recherche de façon active et systématique, je le rappelle, dans le contexte actuel, vigilance et communication évidemment importante avec le client. Voilà, donc ce qui est indiqué textuellement, c'est sans préjudice des obligations d'information qui résultent du rapport qui est mentionné au dernier alinéa. Le rapport complémentaire ainsi que la disposition du Code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du CAC ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. Donc, on n'est évidemment pas sur la gestion, même si parfois, dans certaines entités, il peut y avoir de la confusion et ça m'était arrivé à titre personnel ou dans une association, on me reprochait de ne pas avoir bien piloté un financement en tant que commissaire aux comptes ou même de ne pas les avoir aidés sur l'établissement de prévision de trésorerie. Ce n'est pas forcément toujours très, très clair dans l'esprit du client, donc il faut faire preuve de pédagogie et savoir évidemment ne pas s'immiscer dans la gestion. Mais voilà, rappeler que tout au long de sa mission, le CAC doit rester vigilant, on l'a déjà dit, et évidemment informer tout de suite les dirigeants. On l'a dit également. Voilà, alors c'est vrai que là c'est important parce qu'on a marqué, on a mis en gras. C'est vrai que parfois ce sont des équipes qui sont chez le client et qui sont au contact en fait des faits marquants et de la vie de l'entreprise. Donc c'est important que l'ensemble des équipes, des plus débutants évidemment aux plus confirmés, aient bien en tête ces sujets-là et que voilà, que l'information remonte rapidement. Et je l'ai rappelé, quand il y a peu d'interaction avec le client, ouais, c'est une période où il ne faut pas hésiter à aller vers lui. Donc là, sur les rappels de texte, on en avait déjà parlé. Un retour, justement, on en parlait sur la doctrine et notamment ce communiqué de presse du H3C qui avait eu lieu en mars 2020, hein, juste après l'annonce de confinement. Voilà, il avait été rappelé que le CAC était incité à mettre en œuvre la fameuse phase 0, hein, qu'il devait documenter dans son dossier de travail. Évidemment, instaurer un climat de confiance réciproque et envisager les mesures. Voilà, on est dans un contexte qui est peut-être plus celui du Covid, mais qui est celui d'une inflation qui a été significative, d'une hausse des taux. Donc, il faut quand même se projeter dans un contexte assez similaire, compliqué. Et puis, les phases successives de la procédure d'alerte conçues comme une progression dans le niveau de contrainte du dirigeant doivent être, dans le contexte actuel, appréciées avec beaucoup de pragmatisme. C'est un peu la même chose en ce moment. Il faut savoir, justement, en cas d'urgence, aller directement vers le TC. Il faut savoir quand on a les bons éléments, et c'est très important, on vous disait, arrêtez aussi une procédure d'alerte quand il y a quelque chose de sérieux qui vous semble très probant. Ce n'est pas parce qu'on est en conciliation que c'est la fin des haricots, même au contraire. Donc, quand on vous annonce et on vous donne un projet d'accord de conciliation ou qu'on vous donne des informations, il faut savoir aussi stopper une phase 1 sans forcément aller sur une phase 2, 3 ou 4. Donc, c'est très important. Et bon, à l'époque, il était précisé que le H3C, évidemment, appréciera les diligences mises en œuvre par les commissaires aux comptes. Denis Zago, qui est responsable du contrôle qualité à Paris, je ne sais pas si c'est dans les orientations des contrôles qualité qu'il y aura cette année, mais c'est certain que voilà, le contexte est un peu différent des périodes économiques où tout est plus facile. Juste, Frédéric, rappeler par rapport à l'alerte, quand on a fait une phase 1, que si, par exemple, on a des éléments avant les 6 mois qui font que on l'a arrêté parce qu'on a reçu les éléments, et puis on a eu d'autres éléments dans ces 6 mois qui nous disent finalement
la difficulté, elle va persister, il faut qu'on aille plus loin. Là, on peut passer directement à la phase 2, c'est-à-dire qu'on peut reprendre une procédure d'alerte. La phase où on s'est arrêté, si on a moins de 6 mois, justement. Si on a moins de 6 mois, tout à fait. Important, c'est vrai que c'était un changement de réglementation. Je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais ça avait été changé. Toujours pour plus de réactivité, comme justement la possibilité d'arrêter assez rapidement. Et par rapport aux délais, il y a des délais qu'on doit respecter. Ils sont détaillés dans la ENI, c'est les schémas que Frédéric a présentés tout à l'heure. Ces délais-là, il faut les respecter, c'est-à-dire quand on a une SAS avec président et un organe collégial, c'est-à-dire, ou même je prends sans organe collégial, une SAS, le président est également associé. Il est tout seul, c'est une SASU. Quand on fait phase 1, c'est une lettre pour le président. Phase 2, c'est une lettre pour l'associé. Ce n'est pas parce que c'est la même personne qu'on va dire non, il est au courant. Il faut strictement respecter les délais. Quand il y a un délai de 8 jours de réception de réponse pour informer dès que possible le président du tribunal, il faut le faire. Si on n'a pas respecté les délais, c'est la responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes qui peut être remise en question. En revanche, si on n'a pas lancé une procédure d'alerte ou on a fait une alerte tardivement, là, c'est la responsabilité civile du commissaire aux comptes qui peut être engagée. En revanche, si on a lancé une procédure d'alerte et finalement, il n'y avait pas lieu, d'être parce que finalement, il n'y a pas de difficulté qui en est ressortie, là, on ne peut pas remettre en question ou remettre en cause le commissaire aux comptes parce qu'il y a eu des cas où les clients ont intenté un procès au commissaire aux comptes pour avoir fait cette procédure d'alerte, mais dans toutes les décisions qui a eu lieu, il n'y a pas eu de commissaire aux comptes qui était inquiété. Voilà, donc il faut respecter les délais, mais surtout être très pragmatique sur ces sujets-là. Et c'est vrai que la situation à Paris n'est pas forcément la même qu'en province, on le sait bien, sur les incidences qu'il peut y avoir justement à lancer une procédure d'alerte. Mais en tout cas, voilà, bien respecter les textes, mais faire preuve de pragmatisme, on l'a dit, en challengeant les informations qui nous sont données. Je crois que là, c'est un slide qui avait été prévu, mais pour rappeler justement la fameuse possibilité en cas d'urgence d'aller voir le président du TC et donc vous avez un détail là-dessus. Et dans Sidonie aussi, il y a pas mal d'outils, d'exemples de courrier, de toutes les phases, à tous les dans la note d'information que je vous ai présentée, vous avez vraiment l'ensemble des modèles, l'ensemble des définitions juridiques aussi. Non, vraiment un très gros boulot. Donc ce qui est important ici, c'est que vous ayez les réflexes, les principaux éléments. On va passer aux autres missions du CAC dans le contexte des entreprises en difficulté, en application de textes légaux ou plus contractuels. Alors, donc, pour les autres missions, il faut savoir qu'il y a des entreprises en difficulté, il y a un foisonnement de missions que le commissaire aux comptes peut être amené à faire. D'abord, on vous présente ici pour la sauvegarde. Alors, avant d'ouvrir une procédure collective, comment ça se passe? C'est qu'il y a un juge commis qui va être désigné. Ce juge commis, il va prendre connaissance de tous les éléments qui concernent la structure pour voir est-ce qu'elle est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire dire est-ce que j'ouvre une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire. Donc, c'est le juge commis. Le juge commis, il intervient vraiment en amont de la procédure collective, à la demande de l'ouverture de la procédure collective pour l'orienter. Donc, il peut être amené à interroger le commissaire aux comptes pour lui communiquer des éléments pour l'aider à prendre sa décision. Nous sommes levés du secret professionnel vis-à-vis du juge commis uniquement dans ce contexte-là, et donc il peut nous auditionner. Sachez que ça rentre dans les missions légales et réglementaires. Vous pouvez faire une lettre de mission, facturer des honoraires, donc voilà. Ensuite, quand on est en sauvegarde, pour rappel, on n'est pas en état de cessation de paiement, donc le dirigeant, il reste en place. Et en fait, il est prévu que le dirigeant, il pourra établir un inventaire de son patrimoine sans faire forcément appel à un officier public.
En revanche, il faut regarder dans le jugement d'ouverture ce qui est prévu, parce que même en sauvegarde, il y a des jugements d'ouverture qui peuvent prévoir la prisée par un officier public. En sauvegarde, cela est possible pour le dirigeant parce qu'il n'est pas en état de cessation de paiement, donc le tribunal ne le regarde pas de la même manière. Et dans ce cadre-là, il peut demander au commissaire aux comptes d'attester l'inventaire qui aurait été fait par le dirigeant, mais dans la pratique, c'est très rare. Ensuite, on va vous parler, je vais faire un résumé parce que vu le temps qui découle, quand on est en procédure collective, on a vu que tous les créanciers sont gelés des dettes qui sont nées avant le jugement d'ouverture. Donc, on va rentrer dans une procédure collective, c'est-à-dire on va donner de l'oxygène à la structure et puis on va discuter avec les créanciers. Ces créanciers vont avoir un représentant qui va être l'administrateur judiciaire. Donc, l'administrateur judiciaire, il est là pour défendre les intérêts des créanciers. Nous ne sommes pas levés du secret professionnel vis-à-vis de l'administrateur judiciaire qui défend les intérêts des créanciers. Il peut y avoir aussi, on entend souvent parler du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire, lui, il va aider le dirigeant dans sa gestion. Donc, il a un mandat, c'est comme ça qu'il faut les distinguer. Et nous ne sommes pas non plus levés du secret professionnel vis-à-vis du mandataire judiciaire, sauf si on est dans le cadre d'un redressement judiciaire où le dirigeant a été levé par le tribunal de ses fonctions de dirigeant et que c'est le mandataire judiciaire qui joue ce rôle. Il y a uniquement dans ce cadre-là où on est levé du secret professionnel. Donc là, l'administrateur judiciaire, il va défendre les intérêts des créanciers. Avant l'ordonnance de 2021, il y avait ce qu'on appelle des comités des créanciers, qui a été modifié depuis cette ordonnance. On parle de parties affectées ou classes de parties affectées. C'est-à-dire qu'on va regrouper les créanciers dans des petits groupes homogènes. Si on a par exemple des obligataires, on va avoir une classe de parties d'obligataires. Si on a des établissements financiers qui financent le long terme, on peut les mettre dans une classe de parties. Si on a des établissements financiers qui sont plutôt sur des lignes court terme, on peut les mettre dans une classe de parties. Pourquoi ces classes de parties? Parce que tous les créanciers n'ont pas les mêmes intérêts, tous les créanciers n'ont pas les mêmes enjeux. Et donc, en fonction des créances qui sont portées par les classes de parties, ils vont avoir plus ou moins le pouvoir de décision dans la négociation de l'échéancier, sachant que quand on est en sauvegarde, on peut aller jusqu'à 10 ans de plan, 15 ans pour les agriculteurs. Donc, le commissaire aux comptes, il peut être amené soit à attester les créances qui sont portées par les classes de parties, soit à attester la ventilation des classes de parties. Et en fait, les décisions vont être prises au sein d'une classe de parties à la majorité des 2/3. Donc, le commissaire aux comptes, il peut également être amené à regarder, à attester au sein de cette même partie combien chacun porte, combien il a de voix et combien on a, quel est le pourcentage de chacun. Donc ça, c'est des attestations classiques à faire, c'est des missions qu'on connaît. Simplement, voilà, le contexte, il est un peu différent. De la même manière, un créancier qui est amené à déclarer sa créance, s'il a des super privilèges, le juge commissaire peut être amené à lui demander de fournir une attestation par son commissaire aux comptes. Donc là, on est côté créancier, on peut être amené à faire une attestation dans ce sens. Là, je vous ai passé les slides sur la procédure des classes de parties affectées. Je fais un petit peu de pub pour le 13 décembre pour ceux qui pourront venir au tribunal de commerce parce qu'on aura Maître Bourboulou qui fera un focus justement sur cette procédure et qui rappellera que il y a des seuils, mais qu'à la demande du juge, c'est une procédure qui peut être appliquée en dessous des seuils et elle nous donnera un éclairage parce que c'est quand même relativement récent sur les expériences qu'elle a vécues. Donc, n'hésitez pas à venir au tribunal de commerce le 13 décembre, je crois qu'on le rappelle à la fin. Donc, l'attestation, Amal en a parlé. Les autres missions du commissaire aux comptes, donc quand ce n'est pas forcément dans des missions, on va dire, légales prévues par les textes sur l'inventaire ou les classes de parties affectées, il y a des missions qui peuvent être demandées à la demande du tribunal en approche, au moment où
même pour un mandat ad hoc ou pour une conciliation, le dirigeant se rapproche du tribunal. Ça peut être des attestations de données prévisionnelles ou même, et c'est généralement plus déjà pendant qu'on est en procédure amiable, pour que le juge puisse prendre une décision ou non d'ouvrir un plan et des différents paramètres, un diagnostic de solvabilité qui est quelque chose, vous allez voir, de beaucoup plus complet. Donc, on a toujours évidemment le sujet des honoraires, hein, c'est certain, sur ces missions-là, parce que ça peut être des contextes particuliers. Mais quand on est en amont, toujours pareil, en anticipation, a priori, la société a toujours des ressources et peut évidemment voilà, allouer des fonds à ce genre de missions-là qui permettront justement de donner du crédit au dossier. Et plutôt que ça tombe dans les mains de spécialistes qui ne sont pas forcément des confrères, et qui ne connaissent pas forcément la structure, autant que ça reste chez nous. Donc, vous avez l'attestation des données prévisionnelles. Donc, bon, je pense que les diligences, vous les avez là dans la colonne, sachant que le but est d'attester des données financières de manière plus générale, plus commune des données d'un business plan. On sait très bien que le plus dur dans ce cas de figure, c'est la ligne du haut, hein, celle du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, de mener des diligences que vous connaissez bien, c'est-à-dire de réussir à récupérer des éléments probants, hein, des contrats, des appels d'offres gagnés ou des éléments concrets d'échange qui permettent de sous-tendre voilà, l'obtention de marché et donc du chiffre d'affaires. Bon, après, tout ce qui est structure de charge, généralement, c'est mieux connu et mieux maîtrisé et plus facile à attester. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est réalisé, justement, ces business plans sont réalisés par l'entreprise, que ce qu'on donne comme opinion, c'est en fait c'est une expression sous forme négative qu'on n'a pas relevé d'anomalie, hein, plutôt que les expressions sous forme positive où on dit qu'on certifie qu'on certifie quelque chose. Donc, on est quand même sur du négatif. Évidemment, au regard de la doctrine, il y a des points de vigilance. On ne doit pas se prononcer sur la faisabilité des prévisions, même si l'un dans l'autre, évidemment, on les challenge, donc on a bien une idée. Et puis, les données prévisionnelles, évidemment, je l'ai dit, doivent être établies par l'entreprise. Donc, au niveau de la position de la CNCC, c'est une présomption d'absence d'incompatibilité avec la mission de certification le faire. Ensuite, vous avez le diagnostic de solvabilité. Juste, Frédéric, Oui. je voulais préciser pour nos confrères et consoeurs que c'est important d'avoir le document joint, daté et signé par le dirigeant. Surtout quand c'est des prévisions, il faut mettre la date, elle est très importante. De la même manière, quand il y a des procédures de sauvegarde, souvent, l'administrateur judiciaire il faut présenter des prévisions ou des informations financières, des créances, etc. Et souvent, moi, ce que j'ai vu dans la pratique, ils donnent un fichier Excel en disant à tamponner par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, peu importe la casquette que vous avez, ne tamponnez jamais ces documents-là comme ça, mettez toujours une attestation pour expliquer le contexte de la mission, les diligences, les limites de la mission, les observations et joindre les documents. Ça permet, c'est une position doctrinale qui a déjà plusieurs années, hein, je dirais décennies, c'est important de rappeler que nos attestations, elles sont jointes aux documents établis par l'entreprise. Ça évite la confusion des genres. Ça arrive pour tout type d'attestation et pas uniquement dans le cadre des entreprises en difficulté. Évidemment, ne jamais mettre votre tampon au bas d'un document co-signé avec le dirigeant. Ça arrive souvent dans les associations qui ont besoin justement d'attestations pour obtenir des subventions ou des achèvements de travaux, de sommes qui leur ont été allouées. Évidemment, toujours une attestation à part du document qui est réalisé par le client. Donc, le diagnostic de solvabilité, deuxième mission, donc là, c'est quelque chose d'assez complet qui permet justement de faire une étude de la situation financière de l'entité avec les sujets, évidemment, de BFR, d'endettement, qui sont primordiaux, les flux d'exploitation, le chiffre d'affaires, sa segmentation, sa dépendance à un client, quel est le niveau de marge. Donc, c'est une vraie analyse financière complète de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut faire. Qui est justement qui est repris dans les avis de la CNCC et dans la documentation. Donc, le livrable, là, pour le coup, c'est un rapport détaillé, hein, avec des précisions sur les conclusions qu'on a, avec évidemment l'analyse de la liquidité et de l'éligibilité des passifs, de la liquidité des actifs et de l'éligibilité des passifs. Et là encore, on a une présomption d'absence d'incompatibilité avec la mission de certification des comptes. Donc, on ne va pas mettre en place des recommandations, ou en tout cas des choses qui pourraient découler de l'analyse,
mais on est tout à fait à même de rendre ça pour éclairer le tribunal ou alors même peut-être tout simplement un créancier comme la banque. Oui. C'est des éléments qu'on peut leur communiquer et évidemment, venant du commissaire aux comptes, c'est souvent apprécié parce qu'on est quand même un tiers de confiance très reconnu par les banques, notamment Oui. sur les attestations, sur les covenants et autres. Je vous rappelle qu'en 2021, alors ça date un petit peu, mais on a toujours le film qui est disponible sur le site de la CRCC de Paris d'une réunion qu'on avait effectuée, comme on le fait tous les ans, sur ce sujet du diagnostic de solvabilité, avec un certain nombre des élus qui avaient présenté cette mission-là. Je vous invite à aller le voir, c'est assez intéressant si vous avez ce type de mission à réaliser. Et on va finir, parce que je vois que le temps presse, sur des pistes justement Oui. pour pouvoir vous aider ou aider les dirigeants. Pour parler des CIP, des centres d'information et de prévention sur la difficulté des entreprises, ce sont des centres d'information qui sont installés par département. Donc, c'est à l'initiative d'institutions professionnelles. Dedans, on va trouver des magistrats, on va trouver des avocats, on va trouver des experts comptables, des commissaires aux comptes. Donc, nos institutions participent activement et bénévolement. Donc, on a des confrères et des consoeurs qui participent bénévolement dans ces centres d'information. Et pour dédramatiser, c'est peut-être une étape pour ne pas envoyer nos dirigeants directement au tribunal, c'est d'aller se rapprocher d'un CIP pour échanger des difficultés. Donc là, il va avoir une phase des professionnels pour parler des difficultés. C'est totalement confidentiel, mais peut-être c'est une première étape. Et pareil pour les tout petits clients, parce que ces procédures-là coûtent un peu, qui n'ont pas les moyens d'avoir des procédures, etc. C'est peut-être dans un premier temps commencer avec des conseils, passer par des CIP pour les aider. Il y a aussi le côté psychologique qui est important, on ne l'a pas évoqué. Il y a l'APESA aussi, parce qu'il faut du soutien psychologique des dirigeants. Parfois, ça devient très compliqué émotionnellement. Donc, le CIP est aussi un point d'entrée totalement confidentiel qui permettra de manière, on va dire, un peu plus décontractée qu'officielle dans un tribunal, de discuter avec des professionnels et de voir aussi comment ça se passe, qu'il y a certains organismes qui sont là pour vraiment aider les entreprises et ce n'est pas pour leur taper. Oui, c'est important, c'est ce que je disais, les premières paroles quand on est sur des sujets de continuité d'exploitation et des sujets tendus, de trésorerie tendue, c'est important que voilà, on parle un petit peu d'émotion, de situation du dirigeant, surtout quand c'est ses billets à lui. Et donc, en fait, auprès des chambres de commerce, des CIP, vous avez la possibilité d'avoir aussi un appui psychologique, donc c'est bon, c'est à proposer, c'est intéressant de le savoir. Vous avez également, alors c'est pour vous en tant que confrère, une cellule commune à l'ordre et à la Compagnie de Paris. Vous avez le mail, alors c'est CRCC de Paris, mais c'est valable également pour l'ordre. Vous pouvez appeler aussi justement le numéro, mais je crois qu'il a été indiqué aussi dans le fil de la conversation pour avoir des réponses par oral sur des sujets juridiques, comme ça a été proposé le mardi entre 10h et 12h30, et vous avez une équipe de confrères et de permanents très performants qui vous feront des réponses, orales, évidemment, mais ce qui permet alors soit d'enfoncer les portes qui sont déjà ouvertes, mais bon, ça permet quand même d'être conforté sur une position, donc n'hésitez pas à les appeler, ou alors des sujets plus complexes. Et là, j'ai vu que le sujet des 12 mois de continuité d'exploitation, alors qu'on a dépassé, est un sujet en effet qu'on ne va pas traiter là, mais qui pourra être traité avec la commission juridique, et en plus, elle pourra s'y préparer là. Donc. Mais voilà, c'est important, c'est à votre disposition. Voilà, quand vous êtes dans des situations comme ça, à la Compagnie de Paris, il y a évidemment la commission juridique. Il y a aussi, on est en lien avec des avocats qui sont habitués à répondre à des questions, à tranquilliser des confrères qui sont un peu paniqués dans des situations complexes où ils pensent que des minoritaires ou des tiers vont tirer à boulet rouge sur eux. Donc n'hésitez pas. On vous met en relation avec des avocats qui vont vous rassurer sur pas mal de choses dans la très très grande majorité des cas. Donc voilà, on est à votre disposition. On vous remercie. Si vous avez des questions, je vois que voilà, il y a des interventions sur le fil. On peut y répondre rapidement. Il nous reste 2 minutes. On vous remercie en tout cas. Pour remercier déjà les confrères et consoeurs qui participent,
et surtout les permanentes de la CRCC. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais elles sont en face Oui, de nous. elles sont pas loin. Voilà, ils sont pas loin. Et permanents, parce qu'il y a un garçon. Voilà, pour les remercier de tout leur engagement et puis du travail fourni. Souvent en back-office, dans l'ombre, Voilà. mais qui nous permet évidemment d'animer des sessions comme ça. Donc, on espère que vous allez pouvoir commencer votre journée avec quelques infos nouvelles en tête. Merci à tous. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay, vous pourrez le trouver. On n'est pas encore sur Netflix. Dommage. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée.